Euh, donc on participe aujourd'hui à un des webinaires, des 12 webinaires qui sont construits et proposés entre le 15 et le 30 juin. C'est des webinaires qui sont proposés par l'Observatoire de l'Ambroisie, le ministère de la Santé, la DGS, en partenariat avec le CNFPT. On va écouter Monsieur Bruno Chauvel pendant à peu près 20 minutes, 15-20 minutes. Et puis ensuite, on reprendra la main avec Marie-Lou pendant 10 minutes pour reprendre vos questions et une séance de questions-réponses. Et nous allons parler aujourd'hui d'agriculture et ambroisie, l'ambroisie dans les milieux cultivés. Voilà, je laisse la place à Monsieur Chauvel. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme ça a été précisé, donc moi je vais le préciser, je travaille à INRAE, à Dijon, dans l'unité d'agroécologie, et j'ai travaillé pendant quelques années sur les ambroisies, ce qui fait que c'est moi qui vous présente la partie ambroisie et milieux cultivés ce matin. Donc, la première question qu'on peut se poser quand même, c'est pourquoi faire un tel exposé? Est-ce qu'il est justifié de différencier la gestion des ambroisies dans les milieux cultivés par rapport aux autres milieux et par rapport aux autres réserves? On peut quand même remarquer qu'il y a effectivement un certain nombre de difficultés agronomiques dans la gestion de cette espèce qui existe, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres espèces, donc ça n'inspirait peut-être pas tout à fait cette présentation. Par contre, c'est vrai que pour les agriculteurs qui laissent passer des ambroisies, cela peut avoir un certain nombre de conséquences sur la santé publique et des conséquences juridiques derrière. Donc, il y a effectivement un problème un peu spécifique à cette espèce. Spécificité qui existe aussi avec quelques particularités que vous avez déjà vues dans d'autres webinaires, qui est en particulier l'absence de régulation biologique naturelle. À part les autres végétaux qui entrent en compétition avec l'ambroisie, on n'y connaît que très peu d'ennemis qui pourraient réguler, enfin, ce sont des ennemis des virus ou des champignons, qui pourraient limiter son développement. Ça, c'est une particularité par rapport aux autres espèces, c'est vrai. Le changement climatique semble l'avantager, avec un facteur majeur, c'est l'absence de froid précoce, et on verra pourquoi cette absence de froid peut la favoriser. Et enfin, autre particularité, les agriculteurs se retrouvent avec le challenge de gérer la production de pollen des mauvaises herbes, ce n'est jamais le cas par ailleurs. C'est-à-dire, c'est jamais une problématique qui est représentée. Et les pratiques qui peuvent être mises en place peuvent entrer en conflit avec d'autres pratiques de gestion. Donc, il y a cette particularité, effectivement, qui peut amener un certain nombre de... Pourtant, l'ambroisie, c'est tout ce qu'il y a de très, très classique. C'est une espèce annuelle qui va germer au printemps, dès que le sol se réchauffe, qui va avoir un long cycle de développement au cours du printemps et de l'été, où on va voir les plantules et les plantes végétatives se développer, avec une floraison dans l'été, une production de semences à l'automne. Finalement, quelque chose qui se passe assez souvent. Et la population d'ambroisie, en fait, ce sont toutes les semences que je vous ai représentées ici. Ce sont les graines qui sont présentes dans le sol et qui représentent la population potentielle. Ces semences ont quelques caractéristiques par rapport aux autres adventices. Ce sont des semences de grosse taille, donc ça veut dire une potentialité de levée plus profonde. Ce sont des semences qui vont vivre plus longtemps dans le sol, au moins une dizaine d'années, et ça, au niveau de la gestion par les rotations, ça va faire des soucis. Et c'est une plante classiquement printanière estivale, la température de base d'environ 4 degrés, ça veut dire qu'il faut un peu de température dans le sol pour que la plante puisse redémarrer. Et ce qui est important aussi, c'est ce qui est à l'intérieur de ce cycle ici, dormance secondaire. C'est important parce que ça veut dire que même dans les conditions idéales de température, de structure de sol, les semences d'ambroisie peuvent ne pas germer. C'est-à-dire que c'est une protection que s'est mise en place espèce, en gros. Et cette protection, ça se transforme en une contrainte pour l'agriculteur qui peut faire toutes les pratiques efficaces qui normalement marchent très bien et qui ne marcheront pas parce que les semences ont décidé de rester en dormance. Ce cycle biologique, on peut le représenter autrement, comme ce schéma que vous avez déjà vu dans vos exposés, avec une germination en mars-avril, mais il y a un petit trait qui continue très loin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grande variabilité au niveau de la germination, et la plante peut germer, lever jusqu'au juillet, août, septembre. En fait, c'est une caractéristique de l'ambroisie. C'est une plante qui a une très grande variabilité et une très forte capacité à s'adapter à toutes les pratiques culturelles. Et cette variabilité, on la retrouve
toutes les phases du cycle, développement végétatif, pollinisation, fructification. On peut vous donner des dates types sur la phénologie de l'espèce, mais il y a une très grande capacité d'adaptation. Des plantes qui vont fleurir très tôt, fournir des semences très rapidement, d'autres très tardivement. Tout ça fait que cette plante a la possibilité de s'adapter aux pratiques qui seront mises en place par l'agriculture. Mais globalement, ça reste quand même une problématique proche d'autres adventices bien connus des agriculteurs, kénopodes, amarantes, un peu moins pour le datura, qui arrivent aussi du développement des sétères, des digitaires et des paniques. Donc il n'y a rien de très très nouveau dans le cycle de développement, c'est plus la capacité d'adaptation qui en tant que telle peut poser souci aux agriculteurs. Si on résume ces caractéristiques biologiques, donc il y a un cycle végétatif long, et ça c'est plutôt un atout pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il a le temps d'intervenir avant la production de pollen et la production de semences. Il n'y a pas de caractéristiques morphologiques types qui pourraient gêner un désherbage chimique efficace. A priori, c'est un outil qui fonctionne bien. Par contre, il y a des caractères négatifs. Les caractéristiques négatives, c'est la durée de vie dans le sol. Les rotations classiques ne sont pas suffisantes pour gérer l'ambroisie. 3-4 ans, ce n'est pas suffisant pour un cycle qui durerait plus de 10 ans. Les germinations en profondeur posent souci parce que ça va réduire l'efficacité d'un certain nombre de pratiques de désherbage mécanique, le chômage et le semis en particulier. Puis la germination étalée, c'est peut-être la caractéristique la plus ennuyeuse, c'est-à-dire que l'ambroisie peut germer après la dernière pratique de désherbage, qu'elle soit chimique, se développer, faire des fleurs, faire des graines, voire même entrer en compétition avec la culture, sans que l'agriculteur puisse rien faire. C'est-à-dire qu'un champ avec de l'ambroisie, ça ne veut absolument pas dire que c'est un champ qui n'a pas été géré. Très bien géré, mais pour autant, il peut y avoir une ambroisie présente dans la partie. Alors, quelles sont les cultures qui posent le plus de problèmes? Bon, les cultures d'hiver sont a priori sans problème. Vous voyez au-dessus le cycle de la culture et le cycle de l'ambroisie. Vous voyez que ces deux cycles ne se chevauchent pratiquement pas. C'est-à-dire, on peut dire pas d'ambroisie dans les cultures d'hiver, c'est pas entièrement vrai. Quand les stocks sont très importants, on peut voir des ambroisies se développer dans du colza et dans du blé en fin de cycle. Ça n'aura pas d'impact sur la production de semences, pas d'impact sur la production de pollen, mais ça aura un très fort impact sur les intercultures qui sont derrière. La moissonneuse-batteuse va faucher ses plantes, réouvrir le milieu, et ces plantes auront de l'avance sur les éventuels couverts qui ont été mis en place et vont se développer de façon. C'est-à-dire que dans ce cas-là, une gestion de l'interculture qui est obligatoire si on veut arriver à un bon. Les cultures de printemps sont un peu plus problématiques parce que là, les cycles de la culture et de la mauvaise herbe commencent à se chevaucher. Les orges, c'est une céréale qui se gère relativement bien. On peut trouver des parcelles de pois de printemps envahies par l'ambroisie. Il n'y aura pas de conséquences sur le pollen, pas de conséquences sur la production, quelques conséquences sur le rendement quand même. Et là aussi, la problématique, ça va être la gestion de l'interculture. Vous avez ici un champ dans la Nièvre après récolte du pois, totalement envahi d'ambroisie. Là, il y a une nécessité d'intervenir et de gérer cette interculture de façon la plus efficace possible. La problématique, elle est pour les cultures estivales, où là, les cycles de la culture et d'ambroisie se chevauchent totalement, avec comme première problématique un désherbage chimique qui est beaucoup moins efficace. Il est peu efficace dans le tournesol, c'est lié à une proximité botanique entre les deux espèces, donc il n'y a pas la similitude de façon fiable. Les sojas sont aussi relativement mal désherbés, même s'il y a quelques solutions. Le sorgho, c'est une exception, c'est une graminée qui ne sera pas très bien désherbée non plus, parce qu'il y a quelques chimiques. Le maïs reste une plante dans laquelle l'ambroisie ne peut pas se développer. Toutes les pratiques chimiques sont très efficaces. Mais ces cultures estivales ont un avantage, c'est qu'elles sont généralement à rang relativement large, et donc on peut y pratiquer des désherbages mécaniques qui, eux, peuvent être très efficaces. Donc, globalement, on ne devrait pas avoir l'image que vous avez en dessous, avec ce champ de tournesol dans la Drôme complètement envahi d'ambroisie. Normalement, on devrait avoir, pas du tout d'ambroisie, mais un contrôle correct de l'ambroisie si on mixe les pratiques, c'est-à-dire pratiques de désherbage chimique et pratiques de désherbage mécanique. Si on fait que du désherbage mécanique, l'agriculture bio est particulièrement. Si on regarde maintenant les pratiques les unes à suite les autres, on va commencer par le désherbage chimique, qui est encore le plus utilisé aujourd'hui. On va dire que dans les céréales et dans les cultures d'hiver, tout va très bien, on désherbe relativement bien. Par contre, dans les cultures estivales, ça devient plus compliqué. C'est le graphique que vous avez à côté ici,
extrait du livre de Mamaro et Rodriguez. Vous voyez qu'il y a beaucoup de carrés rouges, de carrés jaunes, un petit peu de vert clair et pas des masses de vert foncé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution véritablement confortable dans les cultures dicotylédones estivales que sont le soja, je sais pas, du pois qui est printanière ou le tournesol. Donc c'est compliqué et ça se complique encore maintenant en interculture si on veut faire reposer la gestion des espèces que sur des abages chimiques, puisque le retrait de certaines molécules prochainement risque de poser de très gros problèmes si on n'a pas une adaptation du système très rapide. La problématique qu'on va rencontrer avec les désabages chimiques, je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont ces levées très tardives et les conditions où il y a de très fortes densités d'ambroisie, quelle que soit l'efficacité du système, si vous avez mis de germination, même avec 90% d'efficacité, vous avez encore un traitement. Là, la chimie n'est pas miraculeux. Pour plus de renseignements sur cette pratique, il y a le site web de Terrenovia qui est très complet, sur lequel vous avez énormément de renseignements, donc je n'insisterai pas là-dessus. Je ferai juste un focus sur les variétés tolérantes de tournesol qui sont actuellement utilisées de façon très importante sur certains territoires. Je pense à la Drôme ou Cher, par exemple. Donc on a deux variétés de tournesol qui effectivement présentent une meilleure une résistance à un herbicide qui permet d'un petit peu de passer au-dessus de la proximité botanique entre tournesol et ambroisie, et donc qui permettent un désherbage chimique de se lever. Donc en théorie, ce sont de très bons outils, et on a pu observer que leur efficacité est très grande, mais il faut faire extrêmement attention au risque de sélection d'ambroisie résistante dans ces systèmes, d'autant plus que les agriculteurs vont avoir tendance à les utiliser quand il y a de fortes densités d'ambroisie, et c'est quand il y a de fortes densités de plantes qu'on a le plus grand pourcentage de chances, entre guillemets, de trouver le phénotype résistant. Donc ce sont des pratiques qui présentent un grand intérêt, mais qui doivent absolument être réfléchies dans le cadre d'un système de culture, réfléchies avec l'ingénieur local pour savoir si c'est le bon moment ou la bonne idée de le mettre maintenant. Et ces résistances, ce n'est pas seulement un risque théorique de chercheurs, c'est une réalité. On les a trouvées dans plusieurs endroits en France, avec des résistances liées à des détoxifications. Ça veut dire qu'en plus, l'ambroisie va pouvoir dégrader d'autres herbicides. Donc une solution qui est bonne, mais utilisée avec énormément de précautions. Les autres pratiques de désherbage, il y a le désherbage mécanique, donc tout ce qui est labour, déchômage, fausse mie et désherbage en culture. On reviendra sur le labour si vous le souhaitez, mais toutes ces pratiques sont efficaces. Il faut juste faire attention au stade de développement de l'espèce. On dit que l'espèce est très, très tolérante, donc il faut viser les stades dans lesquels elle a le moins de tolérance au désherbage mécanique. Bien vérifier le stade de la culture, et là aussi, les fortes densités, ça marchera moins bien parce qu'il restera forcément des plantes après le passage. Mais le désherbage mécanique est d'une réelle efficacité. Le désherbage mécanique sur les plantes, avant je vous parlais du désherbage mécanique sur le sol, entre guillemets, maintenant sur les plantes, j'appelle ça les récoltes de menu paille, des cimages et de fauches, ce sont pour le moment des pratiques complémentaires, mais qui peuvent apporter un avantage important certainement à l'agriculteur dans sa gestion à long terme de l'ambroisie. Certaines ne sont pas quantifiées, les cimages, on n'a pas très bien quantifié, les fauches, il faut faire très attention aux dates de passage pour ne pas au contraire favoriser le développement de la plante. Les récoltes de menu paille peuvent être une solution, c'est-à-dire on récolte les graines d'ambroisie en même temps que la récolte de tournesol, par exemple, et on les extrait de cette récolte pour pouvoir les détruire. Tout ça nécessite encore une mise au point, c'est pas tout à fait vrai. Et puis il y a d'autres pratiques, il y a toutes les pratiques, de toute façon les agriculteurs sont inventifs, les pratiques ils en trouvent plein, désherbage thermique, manuel, herbicide biologique, désherbage électrique. Le désherbage thermique c'est une vieille pratique, on la connaît depuis longtemps, on connaît ses avantages, ses inconvénients, son coût, son effet sur l'environnement. Donc à voir, ça peut être un outil complémentaire dans un certain nombre de cultures, forcément intéressant. Le désherbage manuel ne doit pas être vu comme quelque chose comme un retour dans le passé ou une pratique de survie. C'est une pratique qui peut être extrêmement efficace. Vous avez peu d'ambroisie dans vos parcelles, ça vaut le coup d'aller désherber manuellement pour empêcher la création de. Il y a des petites questions. Ça se réfléchit, ça dit. Pour ce qui est du biologique, pour le moment, il nous suffit de trouver le bon allié. Le produit chimique biologique n'existe pas trop. Je vous ai mis des moutons en photo, bon, parce que ça c'est sûr que ça marche. On espère un
un autre type d'allié d'ici peu. Pour le moment, on n'a pas de solution, mais il pourrait exister des solutions biologiques, surtout que l'ambroisie est une espèce exotique envahissante. Donc, on pourrait trouver, par exemple, un insecte spécifique de l'ambroisie, sans qu'il s'appelle plante de l'agrosystème. Et enfin, un désherbage électrique, on a les premiers résultats, ça marche pas. Il faut tester, il faut mettre au point, et peut-être qu'on arrivera à des solutions satisfaisantes prochainement. Finalement, pour ce qui est de la gestion de l'ambroisie, en fait, il faut adapter les pratiques au niveau du système de culture. Ce n'est pas la gestion de culture qui permet d'arriver à gérer le système, il faut gérer l'ensemble du système. Il faut éviter la culture de tournesol quand on a trop d'ambroisie dans la parcelle. Ça ne sert à rien de mettre des tonnes de produits au risque de sélectionner des résistances et avoir une faible efficacité. Il faut gérer son système avant de revenir au sol, allonger la rotation. Ça peut marcher, mais il faut être patient. Vous avez vu que l'ambroisie a une longue durée de vie dans le sol. Et surtout, bien gérer les parcelles dont on sait où il y a de l'ambroisie. Efficace sur ces. Le déchômage, il faut le mettre au pluriel. On devrait le mettre au pluriel. Il faut déchômer plusieurs fois. Là aussi, Terrinovia donne des conseils pour le croisement des passages, par exemple, qui peut se révéler extrêmement efficace. Il faut éviter les pratiques à risque. On ne met pas de jachère fleurie sur une parcelle ambroisie. Elle va fleurir dans la jachère fleurie. Elle va s'adapter. Et puis, même si les stocks, les faux semis peuvent se révéler décevants, ils sont toujours un petit peu efficaces, donc ça vaut le coup. C'est vrai, les printemps secs peuvent avoir une efficacité de 0%. C'est une chose à accepter, mais ça peut aussi très bien marcher dans d'autres. Alors finalement, j'avais posé la question au départ, pourquoi une telle présentation? Ça vaut quand même le coup de réfléchir à l'ambroisie de façon séparée. Il y a cette très longue durée de vie dans le sol, qui nécessite peut-être des fois de mettre en place des jachères de trèfle ou de luzerne pendant 1 an ou 2 pour vider ce stock, pour pouvoir repartir sur une culture ensuite. Il y a cette capacité de levée très étalée qui là nous pose problème en tant que spécialiste mauvais herbe, entre guillemets. On a le même souci avec le datura. Quelque chose qu'on ne connaissait pas avec des mauvaises herbes classiques. Et là, effectivement, ça va demander des adaptations, peut-être la mise au point de nouveaux outils de désherbage très tardif entre les rangs, par exemple, pour désherber. Et puis, il y a cette très forte tolérance à tous les stress chimiques du désherbage, stress environnementaux, elle supporte très bien la sécheresse, stress mécanique, elle est capable de remettre ses racines en place après un désherbage mécanique. Donc, l'ambroisie, effectivement, pose un certain nombre de problèmes supplémentaires, mais que des agriculteurs qui surveillent leurs parcelles peuvent très bien résoudre. C'est aussi un problème de surveillance des parcelles et du temps nécessaire à faire ça. Pour résumer, je dirais que pour une bonne gestion de l'ambroisie, il faut d'abord connaître la plante. C'est un peu l'objectif de ces webinaires, je pense, depuis longtemps, organisés par l'Observatoire. Bien tenir compte du cycle de développement. Ça ne sert à rien d'intervenir trop tard, et si c'est trop tard, il faut prendre une réflexion à long terme sur la gestion de la parcelle. Il faut combiner les méthodes de lutte, et dans les rotations, espacer les cultures favorables à l'ambroisie, même si, comme vous avez vu, quand il y a une très forte densité, les cultures lui sont favorables presque à un moment. Il faut vraiment viser, c'est le deuxième point que je mets derrière, la montée de la densité des stocks de semences. Quand il y a beaucoup de semences dans le sol, l'agriculteur forcément en difficulté, quelle que soit l'efficacité de ses pratiques ou quelle que soit l'efficacité de ses. Donc il faut viser à limiter à tout prix la montée de la densité des semences. Et c'est pour ça que quelquefois des désherbages manuels peuvent, dans le cas de faible densité bien entendu, permettre d'atteindre de tels objectifs. Le labour mérite d'être discuté, et là il se discute vraiment au cas par cas en fonction des agriculteurs. Il y aura peut-être des sujets. Pour conclure, je dirais que j'ai insisté sur le fait que les méthodes chimiques sont encore efficaces, mais on peut se poser la question de l'utilisation des herbicides au cours des prochaines années. On peut penser qu'on aura de moins en moins de molécules, que des molécules pivots très importantes aujourd'hui risquent de disparaître. Donc il faut vraiment penser à la gestion de l'ambroisie, pas sans herbicides, mais en faisant jouer aux herbicides un rôle secondaire, déjà pour protéger l'environnement, pour protéger la santé, mais aussi pour mettre au point des systèmes de culture qui soient adaptés à cette espèce. Pas de vision véritablement long terme sur l'utilisation des herbicides, mais il faut penser à des systèmes qui soient le plus durable possible, le plus résilient possible, pour pouvoir gérer des espèces comme l'ambroisie, comme les ambroisies, d'autres espèces comme l'Udatura,
d'abutylon de théophras qui sont en train de monter en puissance dans beaucoup de parcelles aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les ambroisies. J'attends vos questions. Eh ben, merci beaucoup Bruno pour cet exposé. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Lou Mottet de l'Observatoire des Ambroisies. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit chat en bas à droite de l'écran et on va les reprendre une par une. Et je vais donc prendre la première. Peut-on rappeler les essais effectués avec le prédateur naturel Ophrayla comuna? Qu'en pensez-vous et est-ce que c'est une solution potentielle ou pas? Sachant qu'on va avoir un webinaire dédié à l'insecte, Bruno, je te laisse faire un petit teaser pour donner envie de venir le voir sans dire trop. Bon, je n'essaie pas de casser le prochain webinaire. Alors il faut bien voir que ce qui s'est passé en Italie, c'est une arrivée accidentelle d'un insecte. C'est-à-dire que l'insecte n'a pas été... C'était pas une volonté d'utiliser l'insecte pour lutter contre l'empoisonnement. Il est arrivé par hasard, on va dire. Il est arrivé par hasard dans un endroit où il y avait beaucoup d'ambroisie. Donc il s'est trouvé qu'il y a eu une conjonction entre la présence d'un prédateur et la présence d'une ressource trophique qui fait que ça a matché très vite. Pour m'être rendu là-bas, c'est tout à fait impressionnant. La prédation de l'insecte est absolument notable. Et donc, on peut être très fortement encouragé, d'autant plus que les données ont montré une forte réduction de la production de pollen dans ces endroits-là. Donc, c'est très encourageant. L'insecte, il se répand, il part vers la Croatie, vers la Slovénie. Pour le moment, il arrive pas. Pour le moment. On a des résultats beaucoup moins encourageants sur ces 2 dernières années. C'est-à-dire, il semble que ça marche moins bien, et ça, pour les gens qui font c'est simplement une relation pro-insecte. C'est-à-dire, une fois que la densité d'ambroisie diminue, la densité de l'Ophrayla va aussi diminuer. Du coup, ça va entraîner une espèce de pompe qui fait que les Ophrayla qui restent sont moins efficaces. Donc, pour le moment, c'est potentiel. Ça marche très bien dans certaines conditions, ça ne marche plus dès qu'on monte en altitude, et on ne sait pas du tout quelle est la durabilité de ça. Mais ça vaut quand même le coup de tester, ça vaut quand même le coup de regarder, ça vaut le coup de l'étudier. Ce sont des Suisses et des Italiens qui travaillent là-dessus, pas d'études en France. Ça peut être une piste intéressante. Mais pour le moment, ce qui s'est passé est très conjoncturel, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. Ok, merci. Une deuxième question. La qualité des tournesols envahis par l'ambroisie est-elle nettement diminuée? Alors, la qualité, c'est-à-dire la qualité des semences et la qualité de l'huile, on va dire non. Je dirais non. Pas tonnant ce que tu as dit. J'espère qu'il n'y a pas des ingénieurs terrinoviens qui sont dans le coin. Mais ce qui est diminué, c'est la quantité. Voilà, donc il y a une compétition. A priori, il ne devrait pas y avoir une diminution de la qualité. Et puis les semences potentiellement récoltées avec les graines d'ambroisie, je ne pense pas qu'elles puissent se greffer à la qualité de l'huile de sol ou des produits utilisés pour la nutrition animale. Je dirais a priori non, en me laissant un petit joker quand même. Ouais. Et peut-être aussi la qualité, on va dire, du lot de semences, pas de la qualité de la semence du tournesol, mais certainement que l'agriculteur pourra vendre moins cher son lot de graines de tournesol si elle est infectée d'ambroisie. Dans ce sens-là, peut-être que la qualité en a un peu. Ça, c'est clair. Dans la qualité, on est dans le rendement global de l'agriculteur. Oui, le salaire de l'agriculteur, lui, peut être impacté. Ça, c'est certain. Ça marche. Une autre question. Y a-t-il une densité acceptable, j'imagine, de pieds d'ambroisie dans une culture? Alors, ça, c'est une question générale qui s'adresse à toutes les mauvaises herbes. Il n'y a pas de densité acceptable de mauvaises herbes, que ce soit d'ambroisie ou de vulpin ou de n'importe quel type de plante ou de coquelicot. La relation compétition
Le seuil de nuisibilité se détermine à partir de la biomasse des plantes et pas du nombre de plantes. C'est facile à comprendre. Vous avez une ambroisie ou une énorme ambroisie, elles vont peser le poids global et vous aurez un impact dans un cas. Quand il y a une très grosse ambroisie, il y aura un impact sur la compétition. Quand il y a une petite, il y en aura. Donc, la détermination d'un seuil, pour l'ambroisie, on me facilite la réponse. Vu que le stock est très long et vu qu'il faut éviter d'alimenter le stock, je dirais que le stock acceptable, c'est la densité minimale. Donc, il faut viser à chaque fois une densité la plus faible possible. Pour d'autres adventices, ou du coco, on peut jouer sur des densités. Moi, je dirais que pour l'ambroisie ou le datura, vu les conséquences sur la santé publique, il n'y a pas de densité acceptable. Moi, je laisse observer les ambroisies. C'est très vrai. Ok. Une autre question, à quelle période l'arrachage manuel de l'ambroisie est-elle préconisée? Alors, d'un point de vue santé, pour la personne qui va arracher, tant qu'il n'y a pas de fleurs mâles, on peut désherber, on va dire jusqu'au 15 juillet. Changement de climat aujourd'hui, on ne peut rien dire, mais en gros, on va dire jusqu'au 15 juillet, on peut aller désherber sans le moindre souci. Surtout que la plante s'arrache encore assez facilement. Après le 15 juillet, je pense que c'est plus trop la peine d'y aller. L'avantage aussi après le 15 juillet, c'est qu'on est dans les périodes relativement sèches. On peut imaginer qu'il suffit d'arracher la plante et de la laisser dans la parcelle sans que ça pose de soucis. Pour le datura, par exemple, qui est une autre mauvaise herbe qui pose problème, là, il faut les sortir des parcelles. Donc c'est beaucoup. Dans le cas de l'ambroisie, on peut la laisser par terre. Si on peut les exporter, c'est mieux, parce qu'effectivement, dans des cultures irriguées ou dans des périodes pluvieuses, on pourrait imaginer que l'ambroisie reparte. Mais bon, ce sont des cas exceptionnels. Je dirais jusqu'au 15 juillet et on peut les laisser. Ok, merci. Une autre question, les agriculteurs ont-ils un soutien financier pour la lutte? Alors non, les agriculteurs n'ont pas de soutien financier pour la lutte. En tout cas, pas. Non, Ok, donc et c'est vrai, les agriculteurs reçoivent plutôt du soutien actuellement pour maintenir des mauvaises herbes dans les parcelles, dans le cas du bleuet et du coquelicot, par exemple. Donc, même si on peut discuter aussi de l'intérêt de telles pratiques. Non, il n'y a pas de pratique de ce type-là, contrairement à la Suisse, qui a financé au départ pendant plusieurs années les parcelles à ambroisie. Moi, je dis que ça pourrait se discuter dans la mesure où l'agriculteur qui fait un effort supplémentaire rend un service commun et rend un service à la société. Donc, je ne vois pas pourquoi on rejetterait systématiquement ce type. La mettre continuellement dans le temps n'a pas d'intérêt. Et encourager l'agriculteur en l'aidant financièrement me paraîtrait une mesure acceptable. Et c'est des discussions qui ont cours depuis un certain nombre d'années, justement, avec le ministère de l'Agriculture aussi. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, ça pourrait évoluer en tout cas. Une autre question, on n'aura pas le temps, je pense, de toutes les faire, puisqu'il est déjà 58, mais on peut en prendre encore quelques-unes. Le risque dans une parcelle de millet est-il identique au sorgho? Oui, on est proche. On est sur des spectres, on est sur des croissances de plantes assez semblables. On est sur des cultures qui n'ont pas des gammes d'herbicides très importants, parce que c'est pas des cultures très fortes. On est sur des systèmes identiques. J'ai simplement un doute sur la date de semis du millet, s'il n'y a pas un petit décalage entre les mais a priori, on est sur des choses assez similaires. J'ai pas trop de millet de sorgho en Côte d'Or, donc je manque un peu de référence. Ça marche. Il y a des questions sur le déclassement des lots et puis sur les semences qui sont polluées avec des semences d'ambroisie. Par exemple, on a une question sur y a-t-il une norme voilà, donc effectivement, il y a des normes qui existent, notamment une norme européenne sur la quantité de graines d'ambroisia tolérées dans un lot. Et donc, c'est de mémoire, Bruno, tu me dis si je me trompe, c'est 50 mg par kilo, me semble-t-il, qui est autorisé, sachant que, par exemple, on a eu des cas de lots qui ont été refusés, notamment à la frontière belge, des lots français qui allaient pour de l'oisellerie en Belgique, qui ont été refusés à la frontière et renvoyés parce qu'ils contenaient des
des graines d'ambroisie. Donc oui, il y a toujours un peu de problématique de ce côté-là. Ça, c'était pour les tournesols, pour la nutrition, pour tournesol semences, c'est plus haut. Mais généralement, comme c'est obtenu dans des parcelles particulières avec sol hybride, on peut penser qu'il n'y a pas de graines d'ambroisie dans les tournesols classiquement vendus aux agriculteurs. Okay. Je dis bien vendus, pas échangés. Ok, on va peut-être en prendre une dernière, Viviane. Ouais. Ok. Oui. À partir de quelle densité l'arrachage mécanique est à privilégier par rapport à celui manuel? J'ai énormément de mal en tant que chercheur INRA, entre guillemets, à dire aux agriculteurs à les désherber manuellement parce que je sais que c'est un travail pénible, je sais que si on veut payer les gens convenablement pour faire ce travail, c'est cher. Euh, je dirais comme ça, à une plante mètre carré, je considère que c'est un seuil au-delà duquel on ne peut pas trop désherber à la main. Mais je vois le désherbage manuel plutôt sur des taches d'ambroisie, des petites taches d'ambroisie qui apparaîtraient à l'entrée de la parcelle ou dans les zones de passage des moissonneuses-batteuses. Donc moi, je verrais plutôt du désherbage très localisé plutôt qu'un désherbage sur l'échelle complète d'une parcelle. Je suis parfaitement conscient du travail pour l'avoir fait et de la pénibilité et du coût. Donc c'est vraiment un désherbage stratégique. C'est l'endroit où la moissonneuse-batteuse est entrée d'une autre parcelle, a tourné, a déversé ses graines d'ambroisie. C'est sur une dizaine de mètres carrés. Là, on va désherber à la main. Sur une parcelle complète, je suis conscient de la pénibilité. C'est une des différences entre l'ambroisie et le datura. Dans le cas du datura, là, il n'y a pas le choix. Il faut aller tout enlever à la main. Il faut être totalement rejeté. Donc, pour ces ambroisies, oui, essayer de désherber des zones stratégiques. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas Bruno pour cette intervention et puis je vais peut-être laisser Viviane clôturer ce webinaire, on arrive à la fin et peut-être annoncer celui de demain. Bien, merci. Et puis, comme je l'ai indiqué à un moment donné, donc les diaporamas seront visibles dès cet après-midi sur les communautés CNFPT. Et demain, nous nous retrouverons donc pareil, 11h30, 12h sur un prochain webinaire stratégie de gestion. Donc il y aura un webinaire tous les jours ouvrés jusqu'au 30 juin. Voilà. Et merci beaucoup à l'Observatoire de l'Ambroisie. Et bon appétit. Merci à tous. Pour votre participation. Et bonne journée.